Compte rendu de la 7e réunion du Conseil de ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 26 juillet 2024 à la Cité de l'Union africaine, la 7e réunion du Conseil de ministres. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. 4. Examen et adoption de textes. La communication du président de la République a porté sur 3 points principaux, à savoir 1. De mesures de soutien aux entreprises dans les provinces sous état de siège. Au-delà de la situation humanitaire, le président de la République est aussi préoccupé par la détérioration de la situation économique de la partie est de notre pays. En effet, la guerre d'agression rwandaise, avec ses supplétifs du M23, détruit les tissus économiques dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu, du Maniema et même celles de l'ancienne Grande Orientale. Cela entraîne soit la fermeture de plusieurs entreprises congolaises et étrangères, avec comme corollaire la perte d'emploi, du revenu et la détérioration des conditions de vie de nos compatriotes, soit encore un entrepreneuriat difficile qui ne permet pas un bon développement des affaires. Toutefois, dans cet environnement délétère, d'autres compatriotes et même des expatriés continuent malgré tout à maintenir leurs activités dans les différents secteurs. À ces sujets, le président de la République a salué leur courage, leur dévouement pour la cause nationale, car, a-t-il indiqué, il s'agit là d'un acte de bravoure, afin d'atténuer les impacts de cette guerre sur ce qui reste de leurs activités et stimuler la production dans les secteurs agricoles, dans les secteurs industriels, dans les secteurs du commerce général, dans les secteurs énergétiques et dans celui des hydrocarbures. En vue de résorber le chômage de masse, le président de la République a demandé à la première ministre de mettre en place une équipe de travail composée des différents ministres sectoriels à l'effet de proposer des allègements fiscaux et autres facilités accordées à ces entreprises. Ce travail urgent doit bénéficier de la participation des autorités et services concernés des provinces sous état de siège. Il va sans dire que les mesures à mettre en œuvre seront progressivement étendues aux territoires occupés par nos forces de défense et de sécurité. 2. Des mesures visant l'amélioration des services liés à la paie des agents et fonctionnaires de l'État. Le président de la République a été saisi du constat selon lequel, en dépit des efforts que fournit le gouvernement pour assurer la régularité des opérations de paie des agents et fonctionnaires de l'État dans le délai, il subsiste encore des pesanteurs qui continuent de mettre en mal la quiétude des fonctionnaires au moment des dites opérations et qui nécessitent une attention soutenue du gouvernement. Il s'agit, entre autres, de la qualité très inquiétante des services bancaires fournis aux agents et fonctionnaires de l'État, lesquels constituent par ailleurs un nombre important des clients des banques, de l'éloignement de certains agents et fonctionnaires de l'État par rapport au lieu d'établissement des institutions bancaires et de l'accès aux facilités bancaires telles que les crédits bancaires aux conditions adaptées, etc. Ces tableaux sombres mis en exergue lors du 4e atelier d'évaluation de la bancarisation de la paie organisé en novembre dernier n'a malheureusement pas encore été entièrement jugulé jusqu'ici à travers la mise en œuvre des recommandations formulées par les participants. Quand bien même la bancarisation de la paie est une impérieuse nécessité pour l'inclusion financière et la gestion rationnelle des finances publiques, le président de la République a rappelé qu'il est impératif de savoir qu'elle ne doit absolument pas s'ériger en occasion supplémentaire de supplice pour les fonctionnaires dont les salaires devraient être perçus à temps sans faire l'objet des retenues injustifiées ni de toute autre forme de tracasserie.
Partant des recommandations sus-évoquées et face à la persistance de problèmes soulignés, le président de la République a chargé à nouveau le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, sous la supervision de la première ministre en collaboration avec les ministres des budgets des finances et la participation des autres parties prenantes, y compris la Banque centrale et son cabinet, de proposer une feuille de route précise assortie des propositions concrètes devant définitivement répondre à toutes ces préoccupations. En l'occurrence, améliorer la qualité des services au niveau de banques commerciales en faveur des agents et fonctionnaires de l'État avec à la clé l'assouplissement de formalités d'accès aux droits, de réaliser la réaffectation des effectifs et leur répartition suivant une cartographie idoine. 3. Développer, s'il le sait, de nouveaux mécanismes de paiement tels que les recours au mobile money afin de garantir la proximité et l'accessibilité rapide aux droits, principalement dans les zones d'accès difficiles. 4. Redynamiser le comité de suivi de la paix, y compris au niveau provincial et local. Dès ce qui précède et compte tenu de l'intérêt particulier que revêt cette question pour le rétablissement de l'honneur et la dignité des agents commis aux fonctions publiques, le président de la République a précisé qu'il est essentiel que toutes les dispositions soient prises pour que la feuille de route susmentionnée soit proposée au Conseil des ministres d'ici la 3e semaine du mois d'août 2024. Le dernier point de la communication du président de la République a porté sur l'urgence à prendre des actions concertées pour endiguer la hausse des prix de produits de première nécessité. Rappelant les termes de sa communication, faite lors de la 5e réunion du Conseil des ministres du 12 juillet 2024, le président de la République a indiqué que la conjoncture économique actuelle de notre pays mérite une attention particulière du gouvernement. En particulier, en ce qui concerne les prix de produits de première nécessité, des plus grands aux plus petits, comme le pain, dont les prix pistolets par exemple à Kinshasa ont sensiblement grimpé. Cela illustre une hausse significative des prix qui affecte directement le pouvoir d'achat de nos concitoyens, créant ainsi une pression supplémentaire sur plusieurs ménages déjà vulnérables. Face à cette situation qui exige une approche concertée, innovative et déterminée, le président de la République a insisté sur l'impérieuse nécessité pour le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour enrayer cette tendance haussière. Pour ce faire, il a encouragé le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, à redynamiser le service des inspecteurs de l'économie sur terrain avec notamment pour mission d'identifier et de réprimer les délinquants économiques qui s'adonnent à la manipulation de prix des denrées alimentaires dans les buts de jeter les discrédits sur le gouvernement et saper à dessein toutes les initiatives visant l'amélioration du social. Il y a un impératif de protéger le pouvoir d'achat de nos concitoyens en leur assurant un accès facile à des produits de base. Agissons donc avec fermeté et détermination pour restaurer la confiance et assurer la stabilité économique. Le peuple congolais veut du concret, a déclaré le président de la République, tout en exhortant les parties prenantes à faire preuve de diligence et de vigilance dans l'application de ces directives. La première ministre qui assure la coordination verra ce qu'un rapport sur ces sujets soit fait au Conseil des ministres par le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale. À ces propos, justement, bien avant de compléter la communication du président de la République, la première ministre a dit au président que cette question faisait déjà l'objet des concertations, notamment hier au cours de la réunion de la conjoncture économique, et que la commission écoffiérée du gouvernement avait été instruite à trouver des mesures urgentes. Ensuite, la première ministre chef du gouvernement a tenu à adresser ses vifs remerciements au président de la République pour le soutien apporté à l'organisation du séminaire gouvernemental tenu à Kinshasa du 21 juillet
au 23 juillet 2024 pour son discours inaugural qui a servi de boussole aux travaux. Placé sous le thème « Sceller les pactes d'engagement citoyen par la promotion de la performance dans la gouvernance et l'implémentation efficace des réformes en exécution du programme d'action du gouvernement 2024-2028 », a-t-elle rappelé, les séminaires a permis une mise à jour globale sur la compréhension commune de notre mission, sur la méthodologie dans l'implémentation de nos actions et sur les aspects techniques, notamment. La Première ministre a aussi saisi l'occasion pour saluer l'assiduité, l'implication et la participation des membres du gouvernement à ces travaux d'une grande intensité. Elle dit attendre des vice-premiers ministres, des ministres et d'État, des ministres et délégués, des vice-ministres, la même ardeur et les mêmes engagements dans la poursuite de nos objectifs communs. C'est à ce prix que notre gouvernement méritera d'être qualifié de gouvernement du changement et de la différence. Au chapitre de points d'information, État et administration du territoire, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, a présenté l'État et l'administration du territoire national, qui reste dominé par la poursuite des opérations militaires de défense dans l'est de la RDC. Au cours de la semaine qui se termine, l'état d'esprit de la population est demeuré relativement calme. Il a été observé notamment l'attente de l'élection des membres du bureau définitif du Sénat après que le projet de règlement d'ordre intérieur ait été jugé conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle, la satisfaction au terme du séminaire organisé à l'intention des membres du gouvernement, espoir des actions palpables devant concrétiser les promesses de campagne faites par le président de la République, ainsi que l'attention focalisée sur la publication des résultats de l'examen d'État édition 2023-2024. Le vice-premier ministre est aussi revenu sur les dispositions du plan opérationnel qui est mis en place au niveau de ces services pour répondre à la demande du président de la République de lutter efficacement contre les banditismes et la criminalité dans nos villes. Il a aussi abordé la situation à nos frontières. En complément au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre, ministre de la Défense et ancien combattant, a passé en revue la situation opérationnelle et sécuritaire, particulièrement dans la partie est du pays. Il a indiqué que les forces armées de la République démocratique du Congo ont mené des opérations de contre-offensive à des attaques de la coalition terroriste RDF M23 dans certaines zones de la province du Nord Kivu. C'est le cas dans la localité Kimoka et sur le mont Boukara en territoire de Massissi, où entre les 18 et les 20 juillet 2024, 5 éléments M23 RDF ont été neutralisés et leurs attaques ont été systématiquement repoussées. À la hauteur du mont Boussakara, une autre attaque M23 RDF a été déjouée par l'unité d'élite de nos vaillants FARDC qui ont au passage neutralisé 5 autres terroristes M23 RDF et blessé un de leurs éléments. Dans la ville de Butembo, nos services ont mis la main suite à la dénonciation de la population de 24 juillet 2024 sur 3 collaborateurs des M23 RDF, dont Sieur Mboussa Sivulia Mwenge Kayenga, alias Dimanche, recruteur des M23 RDF dans les villes de Butembo et de Beni. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont aussi poursuivi leurs opérations de traque face à l'extrémisme des ADF-MTM dans certains coins du territoire des Mambasa et d'Irumu en Ituri, ainsi qu'en territoire de Beni, où précisément elles ont capturé 9 terroristes avec une bombe artisanale. Tout comme à l'Est, les actions contre les insurgés Mobondo par les FARDC pour les rétablissements de la paix dans l'ex-Grand Bandundu continuent leur chemin. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense, a rassuré que nos forces armées sont plus que déterminées à mettre à déroute les ennemis de la paix sur tous les fronts pour rétablir l'autorité de l'État et la sécurité. Mesures préventives face à la crise du maïs dans le Grand Katanga et le Grand Kasaï.
le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a informé le Conseil des mesures préventives urgentes préconisées pour juguler cette crise du maïs dans les Grands Katanga et les Grands Kasaï pendant la période de soudure allant généralement d'octobre à mars de l'année suivante. Elles consistent respectivement en l'encadrement d'un groupe d'entrepreneurs nationaux identifiés capables d'importer plus d'1 million de tonnes du maïs et de la farine de maïs en leur faisant bénéficier des mesures d'allègement des taxes, impôts et autres redevances. La conclusion d'un accord gouvernemental avec le Zimbabwe pour le recours à brève échéance au stock disponible dans ce pays en cas de pénurie grave dans certaines zones. Une mission est envisagée à cet effet. La de la mesure suspension de la perception droit taxes et redevances à l'importation de ces produits allant jusqu'en 2024. Le renforcement de mesures d'encadrement existantes, par notamment la maîtrise du circuit d'importation et de distribution, l'évaluation des stocks et les contrôles des prix à la consommation. La mise en place, en collaboration avec les ministères de Transport, d'un programme précis pour l'acheminement de produits dans les zones concernées avec évidemment la Société nationale de chemin de fer du Congo, SNCC. L'instruction a donné aux gouvernements provinciaux d'élever toutes les barrières et d'éviter toute forme de tracasserie et prélèvements fiscaux. Face à la récurrence de cette situation inconfortable, le gouvernement œuvre en faveur de mesures durables qui portent notamment sur la consolidation de la capacité des principaux fournisseurs de maïs et nouveaux fournisseurs congolais, les incitations à leur implication avec l'appui de partenaires étrangers aux capacités avérées dans les activités de production à grande échelle et des logistiques de stockage requises pour assurer une couverture totale du pays, la mise en place d'un dispositif financier pour couvrir les investissements requis. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a rassuré que le gouvernement tient à implémenter un nouveau modèle économique visant à réduire la dépendance vis-à-vis de l'importation du maïs en collaboration avec un groupe de champions nationaux travaillant sur la chaîne de valeur. Les aspects sécuritaires de cette question sont également pris en compte. La partie est de notre pays doit réduire sa dépendance aux pays voisins hostiles et ainsi reprendre les contrôles de nos marchés alimentaires et de notre sécurité. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Deux notes d'information relevant du secteur de la fonction publique. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, a présenté deux notes d'information. La première, portant sur la réinscription dans l'agenda parlementaire de deux textes législatifs relatifs à la réforme du cadre juridique de l'administration publique, le vice-premier ministre a rappelé au Conseil la nécessité, conformément aux us et coutumes parlementaires, de retransmettre les deux projets des textes législatifs adoptés par le Conseil en date du 8 septembre 2023 dans la procédure parlementaire après l'adoption au niveau de l'Assemblée nationale et de la précédente législature n'avait pas encore été transmis au Sénat compte tenu du contexte électoral et en justifier la suspension anticipée des travaux parlementaires. Il s'agit des textes ci-après. Le projet de loi modifiant et complétant la loi du 15 juillet 2016 portant statut des agents des carrières de service public de l'État et les projets de loi organique modifiant et complétant celui du 3 mai 2016 fixant l'organisation et les fonctionnements des services publics du pouvoir central, des provinces et entités territoriales décentralisées. Pour rappel, il a brossé succinctement les innovations portées par chacun des textes considérés. Le deuxième texte a porté sur l'organisation de nouvelles élections syndicales au sein de l'administration publique. Dans sa deuxième note, il a été rappelé que conformément aux textes fondamentaux régissant notre État, notre démocratie est aussi bien politique que sociale. Pourtant, les dernières élections syndicales remontent en 2013. Les mandats étant de 3 ans renouvelables, les élections auraient pu être organisées depuis 2016. Il a rappelé qu'en mai 2023,
les conseils de ministres avaient déjà donné les quitus pour le calendrier relatif à l'organisation des nouvelles élections syndicales. Cependant, les contraintes budgétaires qui sont survenues durant la seconde moitié de l'année 2023 n'ont pas permis la tenue de ces élections. Disposant désormais d'un nouveau cadre juridique, celui porté par les décrets du 17 février 2024, portant réglementation des activités syndicales au sein de l'administration publique, le vice-premier ministre a renseigné qu'il devient impérieux de relancer le processus électoral et de mettre à la disposition de son ministère les moyens nécessaires devant permettre de mener à terme, au cours de cette année, les élections syndicales dans tous les services publics de l'État, tant au niveau central que provincial. Le Conseil a pris acte de ces deux notes d'information. Jury des délibérations de l'examen d'État édition 2023-2024. La ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, a informé le Conseil que le point sur les jurys des délibérations réunissant les responsables du plus haut niveau du système éducatif s'est tenu le 24 juillet 2024 sous sa supervision. Cette réunion a marqué la publication des résultats de la 58e édition des examens d'État. En ce qui concerne les statistiques de participation de cette édition, elle a accueilli 961 857 candidats inscrits pour le cycle long, dont 42% de filles, et de 5 417 candidats inscrits pour le cycle court, dont 18,5% des filles. Les candidats étaient repartis sur 2 960 centres de passation. Le rapport présenté par l'inspecteur général de l'Éducation nationale et de la Nouvelle Citoyenneté a souligné le bon déroulement du processus de correction, tant pour les épreuves hors session que pour la session ordinaire. Les jurys a exprimé sa satisfaction quant aux innovations apportées cette année, notamment la publication des résultats dans les délais prévus par les chronogrammes. Expliquant l'échéancier de publication, la ministre d'État a précisé qu'il court du 24 juillet au 24 août 2024. L'élaboration du palmarès et la production du rapport final interviendra du 11 au 24 août 2024. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Nouvelle stratégie de communication gouvernementale. Le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, a informé les conseils des nouvelles stratégies de communication gouvernementale. Celles-ci visent à consolider les efforts déployés sous la houlette du président de la République lors du quinquennat passé. La redevabilité étant devenue un impératif de gestion qui a permis au gouvernement d'aborder le processus de reprise et de crédibilisation de la parole publique, ainsi que de l'authentification de sources officielles, l'approche stratégique consiste non seulement à réaliser, mais surtout à faire savoir, à travers les différents canaux de communication de l'écosystème médiatique, l'évolution de l'action gouvernementale. Il est donc crucial que chacun des ministres soit vu et entendu sur son action. Les ministres de la Communication et des Médias a préconisé la mise en place d'un service d'information du gouvernement de la République démocratique du Congo chargé de plusieurs missions stratégiques, notamment la veille et l'analyse de l'opinion publique, la diffusion transparente et optimale des actions du gouvernement et des institutions étatiques, la coordination de la communication interministérielle, ainsi que la lutte contre la désinformation et les fake news à travers les médias et les réseaux sociaux. Ces services relevant du ministère de la Communication et des Médias ont l'ambition de jouer un rôle crucial dans la promotion d'une communication gouvernementale plus transparente, plus efficace et en phase avec les attentes de notre population, car il est question de maintenir de manière permanente les liens sociaux avec le peuple bénéficiaire de l'action gouvernementale. La coordination de la communication interministérielle devrait également permettre au gouvernement de donner du contenu aux nouveaux narratifs et de veiller à la préservation de l'image positive du pays tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Le Conseil a aussi pris acte de cette note d'information. Au chapitre 3 du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres, le Conseil de ministres a adopté
le relevé des décisions prises lors de la 6e réunion ordinaire du Conseil des ministres du 19 juillet 2024. Au dernier chapitre du Conseil des ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption des 2 textes, le vice-premier ministre, ministre de Transport, Voies de communication et désenclavement, a soumis au Conseil 2 projets de décrets concernant l'ONATRA SA pour examen et approbation. En effet, la baisse d'activité chronique qui frappe l'ONATRA SA depuis plusieurs années en raison de l'avènement d'un environnement concurrentiel ayant entraîné la perte d'une partie importante du volume de trafic des conteneurs, jadis assuré par cette entreprise, a créé des déséquilibres financiers structurels, occasionnant un accroissement significatif des charges liées au passif social. Le vice-premier ministre, ministre de Transport, Voies des Communications, a motivé la nécessité de poursuivre et d'accélérer la mise en œuvre des objectifs du gouvernement sur la modernisation de toutes les infrastructures portuaires et ferroviaires. L'adoption de ces 2 textes permettra au gouvernement d'apporter un appui tendant à régler la situation du lourd passif de l'ONATRA, d'une part, et de fixer les tarifs de manutention de conteneurs, d'autre part. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces 2 projets de texte. Commencé à 14h37, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 17h19. Je vous remercie.